Hello, hello! Bienvenue dans la saison 6 de Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 grands ados et complètement accro au voyage. Dans ce podcast, on tord le cou à cette idée folle que voyager avec des enfants, ça ne sert à rien puisqu'ils ne s'en souviendront pas. Mais que nenni! Et mes invités le prouvent chaque semaine. Ici, on parle voyage à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Les parents voyageurs partagent leurs itinéraires et racontent leurs activités avec les enfants, les spécialités locales à savourer, les galères à éviter et même leur budget. De quoi vous donner plein d'idées pour vos prochaines vacances en famille. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. Allez hop, nouvelle conversation. Amandine et Reda ont toujours aimé voyager. À la naissance de leurs filles, Elena et Nora, ils sont passés en mode famille organisée, sans prise de tête. Tout est pensé à l'avance, mais peut changer une fois sur place. Pour cette nouvelle escapade, direction la Côte d'Ivoire. Entre Abidjan, la tentaculaire, Yamoussoukro, Mans et tout le long de la côte jusqu'à Assini, ils ont sillonné le pays pendant un peu plus de 2 semaines, enchaînant visite de marché, coucou aux pêcheurs au coucher du soleil, chasse au dollar des sables et, gros coup de cœur des enfants, rencontre avec des petits singes croisés en chemin. Si vous aimez les voyages où l'organisation rencontre le petit grain de folie, et surtout si la Côte d'Ivoire vous intrigue, restez bien avec nous, cet épisode va sûrement vous donner des idées. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage d'Amandine en Côte d'Ivoire. Hello Amandine! Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Avec le soleil qui commence à revenir, ça va un peu mieux. Il était temps, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'on a un peu triché, on est allé les chercher le mois dernier, donc voilà. Oui, mais c'est au quotidien qu'on le veut pas que pendant les vacances. C'est vrai, donc tout va bien. Avant de partir dans un pays que je ne connais absolument pas, donc j'ai vraiment hâte que tu nous racontes, est-ce que tu peux nous présenter ta famille et les voyageurs que vous êtes? Alors moi je suis donc Amandine et le papa de mes filles, mon chéri, est Reda. Nous sommes ensemble depuis 20 ans, donc nous avons fait beaucoup de voyages à 2. Puis après nous avons eu Elina, qui a maintenant 7 ans, et Nora, qui a 3 ans et demi. Et on voyage depuis qu'elles sont nées l'une et l'autre. Est-ce que vous êtes des voyageurs plutôt routes ou plutôt hyper organisés? On préfère être organisé en amont parce que moi j'adore l'organisation aussi, donc c'est pas du tout quelque chose qui est lourd pour moi. Mais sur place, c'est pas forcément, on cherche pas forcément le confort absolu. On s'adapte aussi aux circonstances et puis à ce qu'offre le pays. Pourquoi vous êtes allés en Côte d'Ivoire? Alors ça, c'était l'idée de Reda. Ça faisait suite à la Coupe d'Afrique des Nations, donc la CAN, qui a eu lieu il y a 1 an. C'est un amateur de foot et il suivait ce qui s'était passé et surtout les très bons retours qu'il y avait eu des gens qui étaient allés là-bas. Et il se trouve que pour cette compétition, justement, le pays a connu un boom de ses infrastructures avec des ponts qui ont été faits ou refaits, et notamment des routes également, et qui offrent quand même un confort un peu plus appréciable que ce qui arrivait jusqu'alors. Donc on s'est dit que c'était l'occasion, voilà, d'y aller à ce moment-là. Tu as dit que vous aviez cherché le soleil il y a pas longtemps, donc c'était il y a pas longtemps en fait? Oui, nous sommes allés en Côte d'Ivoire effectivement en février dernier. On est revenu début mars, donc c'est encore assez frais pour nous. Mais oui! Vous êtes restés combien de temps sur place? Un peu plus de 2 semaines. On a triché une journée d'école pour les petites. Je sais que c'est mal, mais pour les avions, c'était ce qui avait le plus pratique. Donc voilà, ça fait 2 semaines complètes sur place. Super! Comment vous avez organisé ce voyage? Puisque tu as dit que tu aimes bien organiser. Comment tu t'es renseignée sur ce que vous alliez faire? Alors ça a été une frustration au début pour moi parce qu'en général, quand on a un billet d'avion, tout de suite, je me mets dans les recherches, notamment les blogs des voyageurs, sur Instagram, les stories à la une. Enfin, je me renseigne d'abord comme ça, puis après avec un peu à l'ancienne avec les guides papier. Et là, il y avait très, très peu d'informations. Et en fait, au bout d'1 mois, je dis à Reda: «Mais on est quand même un peu en difficulté». Enfin, moi qui organise beaucoup de voyages et j'adore ça, là, je ne voyais pas comment m'en sortir. Niveau déroulé, niveau circuit, est-ce qu'on loue une voiture, on n'en loue pas? Alors on voulait pas prendre un tour organisé parce que ça, c'est pas notre manière de faire et qu'on s'y retrouve pas, donc ça, c'était évident. Et d'ailleurs, ça existe très peu, hein, de toute manière en Côte d'Ivoire. Il y a eu ce petit moment de flottement et en fait, on s'en est sortis en parlant à des copains à droite à gauche qui avaient eux-mêmes des amis ou des connaissances sur place.
et qui nous ont mis en contact avec une agence locale qui nous a aidés pour le circuit, donc pour le milieu du séjour, qui nous a aidés, donc l'agence qui s'appelle African Explorer, à monter le circuit et surtout à mettre à disposition un chauffeur et un véhicule. Donc c'est un petit mix entre toi toute seule et l'agence. Voilà, c'est ça. Nous étions en autonomie au début, donc, au début 2 jours à Abidjan seul. Puis il y a eu le circuit et il y a eu à la fin les 3 jours sur la côte à Assini où là c'était repos total pour conclure un voyage qui n'était pas spécialement reposant le reste du temps. Est-ce que tu peux nous faire l'itinéraire? Donc là, tu nous en as donné le début et la fin, mais aussi avec le parcours avec l'agence. Alors il y a eu d'abord la Côte d'Ivoire intérieure avec Abidjan, Yamoussoukro et Mans, qui sont les 3 grandes villes les plus accessibles, on va dire, pour les touristes. Et ensuite, nous avons visité la côte vraiment dans son intégralité, c'est-à-dire de la frontière du Libéria à la frontière du Ghana. Je connais vraiment pas du tout, donc j'ai du mal à me projeter. Vous avez fait beaucoup de kilomètres parce que 2 semaines, vous avez le temps de pas mal parcourir, mais est-ce que tu as une idée du nombre de kilomètres que vous avez parcourus? Alors, on aurait pu faire moins de kilomètres s'il y avait une route à un moment donné qui avait été finalisée comme les autres et qui nous aurait permis de faire grosso modo un rectangle. Et en fait, cette route, on s'est rendu compte assez vite qu'elle n'était pas du tout praticable. C'est encore du goudron, mais d'il y a quelques années avec des gros trous dedans. Donc, en gros, on a dû faire le voyage en 2 étapes. Première étape, Abidjan, Yamoussoukro, Mans, puis retour à Abidjan en passant par Yamoussoukro, et ensuite la côte que finalement nous avons parcourue presque 2 fois en fait. Nous sommes arrivés, on est allé tout de suite vers l'ouest et après on l'a refaite entièrement de l'ouest à l'est. Et s'il y avait eu cette fameuse route qui va en gros de San Pedro à Mans, s'il y avait eu cette route-là, on aurait gagné des heures et des heures voilà, de parcours, mais il faut s'adapter à la réalité. Quels ont été les 1, 2 ou 3 moments, allez 1 ou 2 forts de ce voyage, notamment par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'elles ont adoré, préféré? Alors la rencontre avec les petits singes, c'est arrivé Ouais. à 2 moments. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plus, pas ou plus de faune qu'on peut voir facilement. Il y a des grands singes qui sont dans le parc de Taï, tout à l'ouest du pays, mais vraiment un endroit qui est pas accessible du tout. Il y a presque plus d'éléphants. Alors pourtant c'est l'emblème du pays, mais il y en a plus. Et la faune qu'on a pu voir le plus facilement, c'était des petits singes. Donc ça, on en a vu à 2 reprises. Et il y a un moment, c'est quoi, c'était sur la côte où les filles ont vraiment vécu quelque chose de fort. Et je pense qu'elles se rappelleront pendant longtemps. C'était les départs des barques de pêcheurs qui partaient le soir parce qu'en fait ils pêchent toute la nuit et on s'est retrouvés donc sur la lagune de Grand Laou. On voit un bateau passer 2, 10. On pensait que ça allait s'arrêter. Il y a dû y en avoir 50, 60. Et pendant 1 heure, elles ont fait coucou à tous les bateaux avec les hommes qui étaient dessus. Ils étaient entre 6 et 10 et qui leur rendaient leur coucou aux 2 petites qui Oh, étaient trop posées comme ça mignon. sur le bord de l'embouchure avec le coucher du soleil derrière. Et voilà, on savait qu'ils partaient pour une nuit très compliquée parce que eux, c'est leur quotidien. Mais pour nous, ça nous semblait absolument insensé de partir la nuit comme ça, à pêcher, revenir au petit matin dans des embarcations qui paraissent quand même assez frêles. Et voilà, c'était un moment beau et émouvant. Ouais, trop bien. Bon allez, on rembobine, on repart au début. C'est quoi vos premières impressions quand vous arrivez? Les paysages, les odeurs, les gens, comment ça se passe? Alors, on arrive déjà très tard. On croise les doigts pour que ça se passe bien avec le e-visa. C'est pas super pratique en soi. Il y a une première étape qui est à faire en ligne et après une autre étape qui est à faire à l'aéroport avec des photos à prendre, encore des papiers à remplir. Heureusement, on est sorti parmi les premiers de l'avion, donc on n'a pas mis trop de temps. Mais je pense que ceux qui sont sortis en dernier ont passé peut-être une partie de la nuit à valider ce e-visa. Aïe! On était attendus encore par un chauffeur qui avait été envoyé par l'ami d'une connaissance. Enfin voilà, on s'est quand même pas mal débrouillé comme ça. Donc on était attendus par un chauffeur qui nous a accompagnés dans le logement qu'on avait réservé à Abidjan. Et voilà, bien sûr, la chaleur qu'on
on ressent tout de suite. Donc, c'est pas pour nous déplaire. Et dès le lendemain, on s'est débrouillé tout seul avec une application pour se déplacer. Finalement, ça nous a paru plus facile que ce qu'on aurait pu imaginer. C'était un dimanche. On est allé dans le quartier qui s'appelle le Plateau, qui est le quartier d'affaires. Normalement, il y a énormément de monde, ça grouille. Et là, on était tout seul. On est passé dans la magnifique cathédrale. Et voilà, beaucoup de luminosité. Ça nous manquait quand même, on se rend pas compte, mais enfin si on se rend compte d'ailleurs, plusieurs mois en France comme ça, l'hiver, au bout d'un moment, on oublie un peu ce que c'est. Voilà, l'impression d'être, oui, forcément dépaysé, mais pas non plus à côté de notre peau. D'être bien tout de suite avec des gens qui nous sourient, qui nous demandent des photos parce qu'ils sont pas habitués à voir des touristes. Et voilà, ça s'est fait à l'arrivée, c'est vraiment fait en douceur. Ça ressemble à quoi, Abidjan, en termes de paysage et de construction? Il y a plus de tours qu'à Paris et il y a même une skyline. C'est alors notamment le Plateau qui est le quartier administratif et le quartier d'affaires. Effectivement, il y a des tours modernes, des tours qui se construisent, des tours d'habitation. C'est vraiment pas l'image misérabiliste qu'on peut avoir d'une capitale africaine. Enfin, disons-le, notamment la Côte d'Ivoire est quand même un grand carrefour commercial. Il y a du tourisme, oui, mais du tourisme d'affaires avec des personnes qui viennent pour travailler, pour participer à des forums internationaux, etc. Donc c'est quand même, ça bouge. Alors bien sûr, il y a le côté fête, hein, avec le zouglou et le coupé-décalé. Bon ça, voilà, avec l'âge des petites, on n'y a pas goûté, mais Abidjan est vraiment connu pour ça aussi. Mais c'est quoi? Je connais pas. Alors Lucie, le coupé-décalé, c'est quand même. En plus, c'est né à Paris, le coupé-décalé, mais de la part d'Ivoiriens qui étaient en France. Et le zouglou, c'est une autre danse, un peu comme le coupé-décalé aussi. C'est des rythmes très entraînants avec une petite danse qui va bien avec. Alors là, sur le podcast, ça va pas se voir, mais Ah, mais moi je vois! ça correspond à une charte très précise. Il y a vraiment des codes dans les paroles, dans la manière de bouger. Abidjan est la capitale de ces rythmes-là, qui irriguent vraiment toute l'Afrique de l'Ouest en termes musicaux. Et pour la fête, Abidjan est vraiment vue aussi comme la capitale, là où il faut être. Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait, avant de partir, en road trip? Alors, on a visité le plateau. Il y a quand même des immeubles remarquables dont certains sont abandonnés malheureusement parce qu'il y a eu la crise politique il y a 20 ans. Alors, le style, c'est brutaliste. On en parle un petit peu en ce moment. C'est un courant architectural assez massif, on va dire. Et puis après, il y a des déclinaisons. Donc, notamment, il y a le brutaliste rétro-futuriste. Alors là, Ouh on là! a un immeuble qui s'appelle la Pyramide et qui est une pyramide très très spéciale, énorme. Et c'est vrai que les architectes s'y sont donnés à cœur joie, principalement dans les années 70-80 où c'était vraiment le boom économique. Et il reste aujourd'hui pas mal de choses à voir, souvent que de l'extérieur malheureusement de cette époque-là. Et donc on a assisté aussi à la messe, hein, puisqu'on était dimanche dans la grande cathédrale qui est de ce même style architectural flamboyant, on va dire. On est allé au marché. On a fait nos premières emplettes, alors des tenues africaines pour les filles en premier lieu. Puis voilà, on s'est promené. On est allé visiter l'hôtel Ivoire, qui était le plus grand hôtel d'Abidjan et qui de tout temps a été ouvert à la population. Après, il est un peu tombé en désuétude. Il y a eu la crise politique où c'était un des épicentres de la crise. Malheureusement, il y a eu des morts dedans. Ça a été racheté par Sofitel il y a quelques années et depuis, il a retrouvé tout son lustre. C'est encore ouvert à tout le monde. On peut y rentrer comme ça. Il y a une piscine qui est la plus grande de Côte d'Ivoire. Et voilà, ça fait partie aussi du patrimoine de la ville à voir. Donc, on y allait. Vraiment, on peut rentrer sans souci. Parce que ce qu'on voulait, c'était aussi avoir un aperçu des endroits qui ont joué un rôle politique. Enfin, on va pas faire comme si tout s'était très bien passé depuis toujours. Il y a eu, on en parlait, le boom économique dans les années 70-80, et après, il y a eu la crise politique, donc pas à faire abstraction de ça. Donc forcément, quand on visite la capitale, il y a encore les traces avec des choses qui sont abandonnées, qui sont récupérées petit à petit. Donc ça fait partie intégrante de l'histoire de la ville. Donc on a accueilli ça comme ça. Et la piscine de l'hôtel, on peut y aller, quand on n'est pas, à l'hôtel?
Oui, on peut y aller, mais il faut payer, Ah bah oui. ce qui est normal, mais surtout il faut payer très cher, c'est-à-dire 30 € par adulte et 25 € par enfant. Bon, ça fait cher le plouf. Oui, on a fait l'impasse parce qu'on trouvait que ça valait pas forcément le coup, que c'est très cher par rapport au coût de la vie, sur place. Donc le lendemain, on est plutôt allé dans un lac qui faisait très bien l'affaire, qui était, sympathique et bien moins cher. Ouais, ah bah forcément. Et après vous partez, donc avec l'agence? Voilà, au bout de 2 jours, on part, pour Mans. Donc on est obligé de passer par Yamoussoukro, mais on va à Mans qui est à 8 heures de route. Donc on est parti très tôt d'Abidjan pour éviter, les embouteillages qui sont, assez célèbres et qui sont pas un mythe, hein, qui existent. Donc 8 heures de route directement pour arriver à Mans avec le chauffeur avec qui on a fait, connaissance, qui était, vraiment génial et qui a vraiment participé à la réussite de notre voyage, qui s'appelle Hervé. Et voilà, à partir de Mans, commence notre périple où on changeait d'hôtel, on est resté entre 1 et 3 nuits suivant les étapes. OK. Et ben vas-y, raconte, 1re étape, c'est où? Donc Mans, on est dans le pays, Yacouba, on est à la frontière de la Guinée. Par rapport au reste de la Côte d'Ivoire et de ce qu'on a pu voir en tout cas dans la partie sud, c'est des paysages, beaucoup plus verts et vallonnés parce que le reste est assez plat. Là, on a des montagnes, enfin des montagnes, on va dire des collines, mais c'est tellement plat ailleurs que ça se remarque. Alors oui, il y a encore moins de touristes, qu'à Abidjan et sur la côte, hein. Là, on a dû voir, allez, 2-3 groupes, qui étaient à chaque fois accompagnés, d'un guide et ce qu'il y a à voir dans ce coin, bah, c'est la ville en elle-même avec, ses commerçants, notamment ces tisserands qui font tout à la main. Et il y a la dent de Mans qu'on peut escalader. Alors là, on n'a pas fait parce que c'était un trek de 5 heures, mais pour ceux qui peuvent, on recommande vraiment. Avec l'été, c'était pas jouable. Mais on a quand même fait des balades dans les alentours, vu des cascades, les petits singes, voilà. Alors là, il faisait plus chaud que sur la côte parce qu'on est plus au nord, mais bon, c'était quand même, supportable. On doit être autour de 30-32 degrés dans la journée. Ah oui, c'est chaud, oui. Ouais, on a déjà connu pire, donc ça va. Et c'est pour ça qu'on s'est arrêté à Mans et qu'on n'est pas allé plus au nord, parce qu'à plus au nord, il y a une ville un peu plus touristique qui s'appelle Kororo, qui cette fois n'est pas trop loin de la frontière, du Mali. Et là, on est, dans les 40 degrés, ça aurait rajouté de la route et cetera. Au début, quand on avait parlé avec l'agence, ils nous avaient proposé spontanément d'aller là parce que c'est un endroit qui est quand même, célèbre et très connu pour son patrimoine, mais on voulait pas imposer ça aux filles. On trouvait que ça faisait déjà beaucoup de route. Donc on s'est arrêté à Mans pour la première étape, pour, 2 nuits et 2 journées. Ensuite, Yamoussoukro qui est donc la capitale, hein, c'est pas Abidjan. Donc Yamoussoukro est la capitale administrative. Voilà, et Abidjan, c'est la capitale économique. Donc ça, c'est sûr, ça se voit, mais la capitale administrative est bien Yamoussoukro. C'était le lieu de naissance, du président, Félix Houphouët-Boigny et c'est lui qui a décidé, dans les années 80 de faire de son village de naissance, la capitale. Voilà, on est à 2 heures et demie de route d'Abidjan, voilà, et donc il a construit, c'était un tout petit village, hein, et bon, il a eu peut-être un peu la folie des grandeurs. Donc on a eu tout de suite, des 2 fois 4 voies, des énormes bâtiments, ça fait un peu, capitale sortie de nulle part, hein, par rapport à ce qu'il y a, autour. Il y a moins d'habitants que dans d'autres grandes villes du pays et là, c'est surtout connu, pour, sa basilique. La basilique, Notre-Dame de la Paix qui est immense. Enfin là, alors heureusement qu'on avait le drone parce que ça nous a permis d'avoir une vue d'ensemble. Sinon, l'œil humain ne nous aurait pas permis de la voir, entièrement. Et prends, exemple de la basilique Saint-Pierre à Rome, mais en plus grand, encore plus grand, parce qu'il fallait faire encore plus grand. Ah bah oui, bah évidemment. Voilà. Donc elle est moderne, hein, elle a été, sacrée dans les années, 90. Bon, on a des colonnades qui sont gigantesques, il y a plusieurs milliers de personnes qui peuvent y aller. D'ailleurs, c'est rarement plein parce qu'il faut quand même les trouver, hein, les personnes pour pour aller dedans pour la messe. Donc là, c'est un tour, forcément accompagné, d'un guide qui dure à peu près 1 heure. C'est intéressant, mais c'est vrai que plus que l'histoire en elle-même de la basilique qui est vraiment récente, c'est, les perspectives, et le gigantisme de la basilique qui est, la plus grande d'Afrique et je crois que c'est la 2e plus grande au monde. Au-delà de cette basilique, vous êtes baladés? Vous avez fait quoi?
Alors Yamoussoukro, on peut pas vraiment se balader parce que c'est un peu capitale aseptisée, donc avec des grandes rues, des grandes voitures. Donc à chaque fois qu'on s'est déplacé, on était avec le chauffeur. On a vu d'autres monuments, le palais présidentiel avec ses crocodiles, la fondation, oui, en toute Toujours sobriété, plus. la fondation Houphouët-Boigny pour la paix, qui est aussi un énorme monument. Et voilà, une fois qu'on a vu les principaux monuments de la ville, ma foi, on y a dormi et puis on est parti dès le lendemain parce que finalement c'était une étape et il y a beaucoup moins de vie à Yamoussoukro que dans d'autres, que Abidjan et moins d'authenticité que Amman d'où on venait. Eh ben, on continue alors. Donc à partir de là, plein sud, on arrive sur la côte et donc la côte qu'on a parcourue d'ouest en est avec là plusieurs étapes. Tout à l'ouest, on a Grand Bérébi et San Pedro qui est le principal port du pays. C'est vraiment l'impression d'être au bout du bout, hein. D'ailleurs, un moment, c'est la bout de route, hein. Au bout de la route, là, c'est les piscines naturelles, les cascades, balade sur la rivière, on rencontre des petits singes et puis sur la côte, on commence à avoir les fameuses rencontres avec les pêcheurs que finalement on aura tout du long. Des pêcheurs ghanéens, hein, presque tout le temps, il y a très peu d'Ivoiriens et voilà, c'est des Ghanéens qui viennent depuis des années, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est vrai quand on leur parle, pour le coup, on leur parle pas français. Quand on les croise, c'est en anglais. Et ils sont là, voilà, parfois ils viennent pour la saison, parfois ils sont installés plus longtemps, mais en général, ils viennent du Ghana. Donc ça, c'était Grand Bérébi. Et quand on continue sur la côte, on a Sassandra, qui était un comptoir d'esclavage, hein, tout au début. Donc là, on voit l'histoire parce qu'on voit encore les restes du marché aux esclaves, et le palais du gouverneur qui est venu ensuite, la prison. Enfin, c'est une histoire assez lourde avec les colonies qui se sont disputées cet endroit-là, absolument tout le monde, hein, les Anglais, les Hollandais, les Portugais, les Français, classé depuis peu au patrimoine de l'UNESCO. C'est un endroit dont on espère qu'il sera valorisé. Donc ça, c'était Sassandra. Et quand on continue donc toujours vers l'est, on a Grand Laou, qui est pareil, c'est magnifique, c'est la lagune. Alors ça s'appelle les trois eaux parce qu'il y a la lagune, la rivière qui se jette dans la mer. Et là, c'est pareil, c'était aussi un comptoir d'esclavage. Et puis là aussi, on a les pêcheurs. Et ça revient en fait à avoir une petite bande de terre. Et cette petite bande de terre a été mangée par la mer très tôt, hein, dans les années 70-80. Et le village a été déplacé à l'intérieur des terres. Et Grand Laou est présenté souvent comme là où sont les premiers réfugiés climatiques. Et bien sûr, cette bande de terre se réduit d'année en année, donc il reste dessus une église, hein, comme partout, quelques familles, des pêcheurs, des cochons, des poules, et voilà. Mais la vraie ville de Grand Laou est beaucoup plus dans les terres. En fait, on a visité quelque chose qui est appelé à disparaître dans les années à venir. Au-delà de visiter, à proprement parler, est-ce que quand tu disais dans la première étape, on était très nature, est-ce que vous avez profité de cette nature ou est-ce que vous êtes juste passés? On a fait des treks. Non, non, on a fait des Ah, treks. Alors le voilà, plus gros, c'était à Mans. Enfin des treks, on a fait des grandes balades. des grandes balades. Oui, mais quand c'est en plein cagnard à midi parce qu'on voulait pique-niquer à la cascade, c'est un peu plus compliqué qu'une balade. Ah bah oui, clairement. Et à chaque endroit, quand le lieu le demandait, qu'on ne pouvait pas y être tout seul, on avait un guide local qu'on contactait quelques jours avant, qui était toujours libre, hein, qui nous montrait les lieux, les points d'intérêt. Sur la côte, bien sûr, on s'est baladé, hein, on a beaucoup profité de la plage, de la mer. Et donc après Grand Laou, on continue vers l'ouest. On a fait vraiment presque toutes les étapes remarquables, on va dire. Sur la côte, on est resté même plus d'une semaine, enfin oui, presque 10 jours finalement. Donc on a quand même beaucoup profité. On a Jacquesville, qui est une lagune. Donc là, plutôt que de se baigner dans la mer, on s'est baigné dans la lagune, qui était chaude comme tout, avec l'eau verte, magnifique. Finalement, on se rapproche d'Abidjan et après, en continuant toujours sur la côte, on dépasse Abidjan et on a fini par Assouimbé Assini, qui est l'endroit le plus touristique. Et ça s'est ressenti dans les prix.
Ça a été touristique depuis longtemps, hein, puisqu'il faut savoir que c'est là qu'a été tourné Les Bronzés dans les années 1960, fin des années 70, je crois. C'était au Club Med d'Assigny, qui depuis a été abandonné. Mais il y avait déjà quand même un potentiel qui était là. Le week-end, il y a énormément de monde qui vient, que ça soit des Abidjanais, des Ivoiriens d'un peu plus loin, la classe moyenne qui commence à pouvoir voyager dans son pays, et beaucoup d'expatriés qui sont basés à Abidjan et qui le week-end vont à Assigny également. Donc bon, c'est là que sont les. Alors, je sais pas si c'est les plus belles plages, mais en tout cas, c'est les plages où on peut se baigner. Parce que le reste du temps, sur le reste de la côte, il y a quand même des énormes rouleaux. Il faut vraiment faire attention. À Assigny, à Swindé, ça va un peu mieux, on va dire. On peut se baigner. Et donc, c'est là que se sont mis beaucoup d'hôtels. On a aussi une lagune. Donc, on a aussi des hôtels qui sont entre mer et lagune. Donc, ça donne un cachet particulier. Et là, voilà, on a fini farniente pendant 2 jours à chercher les dollars des sables sur la plage d'Assigny, qui est réputée pour ça. C'est quoi? Alors, j'invite tout le monde à regarder sur Internet parce que c'est compliqué à expliquer. C'est des espèces de coquillages qui peuvent être gros, presque comme la main. Et en fait, c'est des squelettes d'oursins, mais aplatis. Et ça fait des dessins vraiment magnifiques. Il y a peu de plages au monde où on peut en avoir. Et là, à Assigny, on fait partie. Et c'était la pêche au trésor. Donc, à marée basse uniquement, pendant 1 heure et demie, on voit tout le monde, pas non plus des foules, mais en tout cas les gens qui sont là, avec le petit seau, touristes comme expatriés, comme ivoiriens. On regarde dans les rouleaux le petit dollar des sables qui peut être de quelques centimètres, ah ouais, presque la taille d'une main. Et ça, les filles ont adoré, j'imagine. Ah ben oui, alors la grande a un peu râlé parce qu'elle n'en trouvait pas au début. Donc, on s'est arrangé pour qu'elle en trouve. Tiens, regarde là, peut-être il y a des trucs. Voilà, et puis c'est joli parce que parfois c'est blanc, parfois c'est gris, un peu nacré, et en tout cas ça fait un bon cadeau pour les papis et mamies au retour aussi. Oui, non, mais il faut pas perdre le nord, ça peut servir. Voilà, d'autant plus que pour acheter des souvenirs, on a vraiment eu des difficultés parce que qui dit pas ou peu de touristes dit pas de boutique de souvenirs, ou très peu. Donc en fait, on achetait à l'aéroport parce que sinon il y avait rien nulle part. Ouais, bah oui, le magnète, les trucs de base qu'on a Le envie de magnète précisément pour la collection de ma maman, exactement. c'est cliché, mais en même temps, on est bien content de ramener un petit magnète, de chaque destination. Tout à fait. Et puis quand il y en a trop, c'est quand même assez moche et donc on les met, de façon à ce qu'on les voit moins. Et je reviens sur ce que vous avez fait, parce que il y avait pas mal de culture dans votre voyage, j'ai l'impression. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu plus des activités nature, parce que visiblement, comme tu l'as dit, vous n'êtes pas baignés dans la mer partout. Vous avez fait quoi? Où? Est-ce que les filles ont vraiment, aimé? Parce que en fonction des enfants, marcher, c'est pas forcément le truc, qu'ils adorent, et parfois si. Mais voilà, j'aimerais avoir un peu plus ce côté, nature de la Côte d'Ivoire. Alors, marcher pour les filles, on a bien compris, surtout pour la petite qui a 3 ans et demi, que on marche pour aller quelque part et qu'il faut qu'il y ait quelque chose au bout qui fait plaisir. La grande marche qu'on a fait à Mans, il y avait la cascade, où là, on est resté une bonne partie de l'après-midi. On était tout seul, hein, tout seul avec le guide. On a fait le pique-nique, on s'est baigné. Bon, elle était très froide, mais voilà. Pour elle, marcher, c'était un moyen d'y aller. Pour nous, c'était un moyen de se rendre compte de la nature dans laquelle on était, avec la fameuse montagne de la Dent de Mans qui était juste à côté, avec des arbres remarquables, avec la petite rivière, les rizières, parce que dans cet endroit-là, il y avait des rizières, donc c'était vraiment magnifique. Un endroit nature magnifique aussi. Donc là, on est à Grand Bérébi, on est tout à l'ouest du pays, sur la côte. Ce sont des piscines naturelles. En fait, dans les rochers, la mer a creusé comme des baignoires, des piscines, où du coup on est protégé du fort courant. Alors, elle n'est pas très très chaude la mer à cet endroit-là parce qu'il y a beaucoup de vagues, mais en tout cas on peut se baigner en toute sécurité. Et c'est sur comme une espèce de pic, de roc, et donc on voit des deux côtés la côte. C'est pareil, il y avait une luminosité magnifique. Cet endroit-là était vraiment très beau. Et bon, grâce au drone, on s'est rendu compte aussi vraiment de
où on était, de ce qu'il y avait autour de nous, les plantations, le fait qu'il y avait pas de village à des kilomètres à la ronde. Là, c'était vraiment, un moment un peu, hors du temps. Ah oui, aussi, on a eu à côté de Sassandra, on a passé un après-midi sur la plage de Monogaga, qui était, une plage aussi où on peut se baigner. Une des rares plages où on peut se baigner parce que c'est dans une anse et là, l'eau est chaude, agréable. C'était le samedi au dimanche, mais en tout cas, c'était le week-end. Donc, il y avait un peu de monde, enfin, c'est-à-dire un peu d'Ivoiriens qui venaient en famille. Donc, il y avait quand même voilà, un petit peu de vie. On n'était pas totalement seuls, mais c'est pas grave, c'était très sympathique. Et là, c'est pareil. Il y avait des petits lacs. Il y avait, c'est pas juste la plage droite, toute bête. Non, il y avait des recoins. Il y avait là aussi, on a sorti le drone pour se rendre compte du gigantisme. Ça aide bien quand même. Je suis assez fan quand même pour se rendre compte de là où on est. Et un autre endroit très nature aussi, c'est à chaque fois en fait que la lagune rejoint la mer. Parce que la plupart du temps sur la côte ivoirienne, la mer n'est pas en première ligne. Il y a une lagune et puis souvent des rivières ou des fleuves qui y font une embouchure. Donc en fait, la côte ivoirienne n'est jamais monotone. Il y a toujours des endroits différents, des couleurs d'eau différentes, des lumières qui bougent. C'est vrai que la deuxième partie de notre parcours, c'était la mer tous les jours, qu'on s'y baigne ou pas. Ça fait quand même partie de la vie des gens là-bas qui vivent de la pêche pour la plupart. Et c'est indissociable des villes qui se sont construites. Ah, j'ai oublié une étape qui est très importante. Grand Bassam, qui est en fait la première ville capitale coloniale qui est restée dans son jus. Et là, c'est un peu à la Tomb Raider. On a des bâtiments qui sont complètement désertés, qui sont en déshérence, qui sont en train de s'effondrer, avec des arbres qui poussent dedans, la végétation qui bouffe les murs. Et là, on peut se promener à pied dans cette ville-là, qui est classée aussi au patrimoine de l'UNESCO, même si d'après ce qu'on a compris, l'UNESCO donne pas forcément beaucoup de sous pour aider à voilà, réhabiliter, parce que ça, c'est pareil, dans quelques années, une fois que ça sera effondré, on pourra plus rien faire, malheureusement. On a vu quelques touristes là-bas aussi, parce que c'est à côté, c'est pas loin de Assigny, Eswingley, dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, on va dire que c'est la zone un peu plus touristique. Enfin, on est quand même dans un étiage vraiment acceptable en termes de tourisme. On est loin du tourisme de masse. Et Grand Bassam, c'est peut-être une des visions les plus connues de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les palais coloniaux qui sont complètement en décrépitude, mangés par la végétation. Ça aussi, c'est des images fortes. Alors, j'ai bien fait de te demander de repartir sur la nature. Il nous manquait des étapes. Alors c'est la nature dans les bâtiments, oui, c'est un peu spécial, mais ça peut correspondre à ce qu'on a vu par exemple au Cambodge, dans les temples d'Angkor. Alors c'est pas du tout la même période bien sûr, mais dans l'implication entre ce qui était construit par là, mais la nature qui reprend toute sa place, c'est quand même le même esprit. En termes de rythme, tu le disais, les 2 derniers jours à Assigny, étaient bienvenus par rapport, au reste du voyage où vous n'avez pas chômé, parce que vous êtes quand même partis 2 semaines, mais c'était intense, d'après ce que je comprends. Oui, on se levait tôt quand même parce que du fait de la route qu'il y avait à faire, on n'allait pas partir à 11 heures pour que ça nous bouffe toute la journée. Donc on essayait de partir à 7 heures, 8 heures. Parfois, ça a tiré un peu vers les 9 heures. Puis on voulait éviter de faire conduire le chauffeur le soir. Parfois, on faisait des étapes plusieurs jours dans la même ville. Donc là, ça nous permettait de respirer un petit peu. Mais quand on faisait des étapes dans la journée, pour profiter, il fallait vraiment qu'on parte tôt et pour avoir du temps sur place. Les routes n'étaient pas spécialement fatigantes ou en mauvais état parce que vraiment elles ont été refaites il y a un an, donc là ça allait, mais c'est pas des routes sur lesquelles on va très vite non plus. C'est pas des autoroutes, sauf entre Yamoussoukro et Abidjan. Donc tous les déplacements sont longs, même s'ils ne sont pas forcément usant pour le dos, on va dire. C'est quand même des heures et des heures. Donc, parfois, on fait la sieste, parfois, on colorie. Du coup, ça nous rend malade. Voilà. Donc, fallait faire avec aussi.
On avait le petit médicament parfois pour les filles, pour pas être trop avoir trop mal au ventre. Là dans l'autre ça allait, mais c'est vrai que ça crée quand même un petit peu une fatigue. D'ailleurs, il y a quelques visites qui étaient proposées par l'agence que nous n'avons pas réalisées parce qu'on sentait que les filles à ce moment-là plus trop réceptives et qu'on voulait pas tirer sur la corde. Et c'est pour ça aussi que de partir en semi-autonomie où il y avait des activités qui étaient proposées mais que nous avions le choix, ça correspondait vraiment à nos besoins parce qu'on voulait pas quelque chose de fixe, on avait besoin de s'adapter au rythme des enfants et voilà, là ça a été un bon compromis qui nous a permis de faire ce qu'on voulait mais sans un rythme trop lourd non plus pour les filles qui autrement n'auraient pas profité. Bah oui, et puis après, elles sont trop fatiguées pour apprécier quoi que ce soit. Et puis après, il y a l'école qui reprend. Oui, alors comme il y a qu'1 heure de décalage Ça, horaire, c'est bien. ça n'a pas été voilà, ça c'était vraiment génial. Bah, on est rentrés le lundi et le mardi, elles étaient à l'école. On va pas faire quelques jours de plus pour se reposer des vacances, pas déconner. Voilà. Bon, bah, on passe au guide pratique. Bah, justement, combien d'heures d'avion? Le décalage, tu viens de nous le dire, c'est 1 heure. Voilà et heure d'avion, c'est entre 6 heures et 7 heures, ce qui n'est pas une bonne durée parce que du coup, le retour se fait de nuit Ah oui, ça fait court. et voilà, donc on n'a pas le temps de dormir, surtout que, on a pris l'avion à minuit. Ils nous ont servi un repas, un dîner à 1 heure du matin et après ils nous ont réveillés à 5 heures pour le fameux petit déjeuner que personne ne veut prendre. C'est ça! Eh oui. Donc en heure utile de repos, c'est 3 heures maximum. Donc voilà, c'est vraiment une heure un peu bâtarde, enfin une durée un peu bâtarde, hein, de 6-7 heures en avion, surtout pour un retour de nuit. Mais apparemment, suivant, enfin, quelle que soit la compagnie, le retour se fait de nuit. C'est l'habitude comme ça. Donc voilà, le lundi, on n'était pas très très frais. Les filles qui ont besoin de moins de place dans l'avion ont pu un petit peu dormir comme elles pouvaient. Voilà, mais c'est vrai que l'heure en moins seulement, ça a permis aussi de voilà d'aplanir les choses parce que du coup on n'était pas décalés, ça c'est bien. Moi, quand j'embarque à minuit, je mets le masque, la capuche, je m'enroule, et tout le monde doit faire la même chose parce que le repas à 1 heure du mat, mais j'en veux pas, quoi. Je n'en veux pas. Je veux dormir. Et oui, mais ils mettent les lumières à fond et D'où le tout. masque. Toujours un masque Oui. sur les yeux. Ah, je peux pas vivre sans ça et je l'ai imposé à mes enfants de le faire aussi, même si eux, ils sont plutôt en mode, je veux regarder des films, tout ça, tout ça. Je dis: «Non, tu regarderas après. Là, tu dors» et ça a marché. Enfin, ça marche en général. Ah là, on avait la grande qui avait décidé absolument de regarder Vaiana quand il était 3 heures du matin et que c'était le moment de dormir et qui a fait le cri: «Je veux regarder Vaiana!» «Mais tu l'as à la maison Vaiana, C'est pourquoi ça! tu veux regarder maintenant?» Enlever Vaiana des écrans dans les avions. C'est pas une bonne idée pour les vols de nuit. Tu l'as dit, les formalités, c'est un peu pénible, à l'arrivée. Alors pour avoir le visa, on peut avoir, 2 manières de faire, soit le visa, physique dans le passeport. Dans ce cas-là, il faut prendre rendez-vous, à l'ambassade, de Côte d'Ivoire à Paris. On ne l'a pas fait parce que nous, on est de Seine-et-Marne, et emmener les filles à Paris, il aurait fallu prendre une journée, bon c'était trop galère. Donc il y a le e-visa, qui d'ailleurs coûte plus cher que le visa normal. Il y a un pré-remplissage, on va dire, en ligne, qui se fait à partir de 1 mois avant. Mais une fois sur place, il faut passer par une étape administrative, bureaucratique, comme on aime bien, voilà, où on montre. Alors les gens étaient très sympathiques, hein, c'est pas de problème. Ouais, c'est juste long, quoi. Ouais, quand on arrive à 1 heure du matin, clairement, on n'a pas spécialement envie de passer beaucoup de temps là-dessus. Et qu'est-ce qu'ils font? Un coup de tampon, une photo, ils regardent les papiers, ils photocopient les papiers, voilà. Bon, c'était pas si compliqué que ça, mais c'est vrai qu'à 1 heure du matin, bon, voilà. Et des vaccins, des trucs pour la santé? Oui, il faut le vaccin pour la fièvre jaune, c'est obligatoire. Donc Reda et moi, on l'avait déjà, mais on a fait un rappel parce que visiblement, au bout de 10 ans, le rappel, est, conseillé. Voire obligatoire? Non, non, conseillé, mais bon, on s'est dit, vu qu'on on était à l'Institut Pasteur pour les filles, on s'est dit que, voilà, on allait le faire, et voilà, les filles, l'ont fait, également, pas de difficulté, on a réservé, pas de problème. Il faut le faire un certain temps avant le départ ou pas du tout? Non, je crois pas. Alors c'est pas forcément du jour au lendemain, mais nous on l'a fait, je crois 1 mois et demi à l'avance Bien avant, oui. Mmh mh. et ouais, mais c'est parce qu'on aime bien prévoir.
Il faut absolument pas oublier son passeport, le passeport sanitaire. Et ce qui était aussi fortement conseillé, c'est les médicaments contre le palu. Donc là, c'est prophylactique et oui, il faut le prendre en amont. Donc ça, c'est la veille du départ. Alors, il y a plusieurs possibilités, mais nous, celui qu'on a pris, c'est celui qui est moins fort, mais plus diffus. Donc, on le prend la veille, chaque jour pendant le voyage et une semaine après. Et vous n'avez pas été malade? Et non, 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 pas du tout. Alors, on avait pris, on avait pris, en fait, c'était vraiment, tout le monde nous disait, ah là là, on met plein de médicaments, tout. Donc, on avait une trousse de toilette, une trousse pardon, de pharmacie, grosse comme jamais. Et on n'a rien du tout, même pas, pardon de dire ça, mais même pas une diarrhée, même pas, voilà, rien du tout. Donc on est revenu avec nos médicaments intouchés. On était vraiment super étonnés que ça soit déroulé comme ça, parce qu'on nous promettait un peu le pire, hein, même pour des gens qui vont là-bas de manière habituelle, des Ivoiriens qui rentrent là-bas et qui disent ah les premiers jours c'est compliqué et tout. Donc pour nous rien du tout, donc on était super contents. Et les moustiques, on en a presque pas vu. Alors ça c'était la bonne surprise aussi. On avait emmené 4 4 sprays, on en a utilisé un et on a dû croiser une dizaine de moustiques alors qu'on était entre lagune et mer. Donc quand même on peut se dire c'était pas la saison des pluies encore, mais en général il y a toujours un peu de moustiques quand même. Et là très très peu. Donc on a quand même bien pris nos médicaments anti-palu, hein, bien sûr. On a fait ce qu'il fallait, mais vraiment on a eu beaucoup de chance. Bon, bah tant mieux, écoute. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va aux Côtes d'Ivoire? Alors le carnet Fièvre de jaune? fièvre jaune, protection solaire de manière générale parce que ça tape quand même pas mal. Et après, enfin, tant qu'on est aux alentours d'Abidjan, si on oublie quoi que ce soit, on peut racheter. Si, je dirais peut-être une petite lampe torche pour la nature, mais aussi pour les coupures de courant hein, qui arrivent à intervalles plus ou moins réguliers suivant les endroits. Donc ça, si on veut pas être toujours avec son portable comme ça, la petite lampe torche, c'est pas mal aussi. Mais sinon, voilà, si on a même à la rigueur, même les médicaments, si on a des difficultés, il y a énormément de pharmacies là-bas, partout. Le moindre village a sa pharmacie, c'est vraiment un gros business. Donc non, il y a rien qui fait qu'on ne pourrait pas acheter là-bas, en fait. L'activité à faire absolument avec les enfants? Les singes, les petits singes parce que du coup, voilà, c'est le seul moment où on a vu, des animaux qu'elles ne voient pas ailleurs et comme on n'a pas encore, des safaris, en Afrique, alors avec Reda oui, mais pas encore avec les filles, de voir des animaux comme ça dans leur habitat, naturel, ça c'était pour elles, impressionnant avec la grande Lina qui a eu un petit peu peur, hein, parce que les singes sautaient un petit peu partout, donc c'était forcément un endroit où elle était très à l'aise, mais bon, ça lui a permis de voir. Donc ça, c'est vraiment l'activité aussi bien à Mans qu'à Grand Bérébi, qui est assez simple à faire et que tous les guides proposent. Donc ça, c'est vraiment à ne pas rater. Et c'est, les guides qui vous emmènent ou c'est les guides qui vous trouvent, un autre guide pour faire ça? Enfin, comment vous avez fait ces activités? Dans ce que nous a donné l'agence, il y avait des propositions d'activités qu'on était libre de faire ou pas, avec sur place 1 ou 2 ou 3 guides locaux qu'on contactait nous-mêmes. Donc avec qui on discutait du prix, des activités, des horaires. Et en général, ce monsieur, sauf s'il était tout le temps monsieur, on lui donnait rendez-vous à un point précis de la ville. Il venait avec nous dans la voiture avec notre chauffeur et il nous emmenait sur les lieux à voir. Et apparemment, parce qu'au début, on s'est dit: «On va prendre un guide pour tout le circuit», mais en fait, ça se passe pas comme ça, chaque guide a sa spécificité locale, s'occupe de son coin et voilà, c'est pas et comme, il y a pas vraiment de tour organisé sur tout le pays, on est vraiment obligé de déconcentrer et de faire appel aux acteurs, locaux, mais bon, après tout, c'est très bien parce que c'est eux qui connaissent le plus les lieux. Est-ce qu'il y a eu des loupés, des choses qui vous ont moins, que vous avez moins aimées? Alors moins aimé, je sais pas, mais il y a des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas pu faire, notamment et c'est dommage, une visite, d'usine, de chocolat à San Pedro parce que, la Côte d'Ivoire est un très, très gros, producteur de cacao, notamment dans le sud, le long de la côte et autour de la ville de San Pedro où on voulait s'arrêter au début. C'est l'usine, Seymour qui organise, des visites
Voilà, et il y en a pas beaucoup, hein, dans le pays, des endroits où on peut vraiment visiter, sentir, et tout. Et en fait, ils étaient censés être ouverts, plusieurs jours dans la semaine. Finalement, par mail, ils ont fini par me répondre que c'était que le lundi matin. Ça correspondait pas du tout à notre itinéraire, donc on n'a pas pu visiter. Mais c'est vrai qu'eux, s'ils n'ont pas de touristes, ils vont pas ouvrir pour rien. Donc ils regroupent tout le monde sur le même jour et ça correspondait pas. Donc finalement, on s'est pas arrêté du tout à San Pedro. On n'a pas mangé de chocolat. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire exporte la plupart de son cacao brut et donc n'a pas ou peu d'usines de fabrication de chocolat. Et dans les magasins, enfin, il y a pas de chocolat, en fait. Les Ivoiriens ne mangent pas de chocolat, Oh, beaucoup, c'est nul. pas beaucoup moins de nous. Ils envoient tout, ils vendent, mais après ça revient pas. Pour l'instant, en tout cas, j'espère que ça va changer, ils ne fabriquent pas pour eux leur propre chocolat. Côté sécurité, c'est un sujet ou pas? Eh ben non, pas du tout. Non, non. Bon, ça, on a été dès le début, quand on a pris les billets d'avion, qu'on s'est renseigné sur le site du gouvernement, etc. On a vu que c'était vraiment pas une difficulté et vraiment sur place, on s'est jamais senti en insécurité, même quand on était vraiment tout seul, perdu, enfin perdu. En tout cas, dans des quartiers d'Abidjan où on connaissait personne, ou quand on s'est baladé seul dans les autres villes, aucune difficulté. Sur la route, on s'est fait arrêter plusieurs fois par la police pour des contrôles classiques, mais très réguliers. Alors, quand on a 8 heures de route, on se fait arrêter une fois, bon, ok, on s'est arrêté 2 fois, 3 fois, 4 fois pour donner toujours les mêmes papiers. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas grave, c'était leur métier, et c'était pas ni intrusif, ni dérangeant, ni pour demander de l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on n'a pas senti, non, du tout en insécurité à quelque moment que ce soit. Votre hébergement préféré? Il y en a 2. Il y a Assini, là où on a fini en farniente, qui est un hôtel qui s'appelle Le Baya. C'est très familial. C'est tenu par un Libanais. Il faut savoir qu'il y a une grosse communauté de Libanais en Côte d'Ivoire. C'est conforme aux standards d'Assini. Alors pas le haut de gamme non plus, mais quand même c'est plus confortable que ce qu'on avait eu jusqu'alors. Avec une très belle piscine, une très belle plage, un restaurant vraiment au top. Donc ça, c'est le Baya. Je vais aussi parler de La Flotte. C'est à Grand Bérébi, cette fois de l'autre côté de la côte, vraiment tout à l'ouest, où là, c'était vraiment un coup de cœur pour le personnel notamment. Donc on est resté 3 nuits, donc on a eu le temps de bien connaître les gens. Et c'est vrai que dès le lendemain, ils appelaient les filles par leur prénom. On était chouchoutés. L'hôtel est situé en plein cœur de la ville, juste à côté du port de pêche. Et là, c'est pareil, on a le défilé des barques qui viennent, qui partent, les pêcheurs, le coucher de soleil. Enfin, vraiment, c'était un cadre magnifique et un personnel à qui on veut rendre hommage. On s'est vraiment senti très très bien dans ces 2 endroits. Les spécialités culinaires à manger absolument. Ah, absolument, vous ne pouvez pas rater de toute manière, c'est l'attiéké. C'est de la semoule de manioc qu'il y a vraiment partout, tout le temps, à tous les repas, à tel point que dans la rue, il y a des vendeuses d'attiéké qui vendent des boules d'attiéké pour l'équivalent de quelques centimes. C'est le repas des ouvriers, des écoliers. Voilà, on mange sa boule d'attiéké, ça passe tout seul. Et ensuite, on a souvent la même chose. Suivant quand on arrive, on nous demande poisson ou poulet, qui est braisé la plupart du temps. Et là, chaque dame qui cuisine a sa spécialité pour les condiments qu'elle va mettre autour. Est-ce que ça va être de la tomate? Est-ce que ça va être des oignons? Est-ce que va y avoir un petit peu d'aubergine? Est-ce que ça va être plus ou moins relevé? Alors pas très épicé, mais voilà, il y a des goûts différents. Beaucoup de poissons sur la côte, du très bon poisson entier. Parfois c'est très long, hein. Ça on le savait, on s'était préparé psychologiquement, mais comme il y a pas de fast-food, bien sûr, mais il n'y a pas aussi de restaurant où on arrive, on commande et on est servi dans les 10 minutes. Ça n'existe pas. Donc, on avait emmené le Uno. On a bien utilisé, hein. Voilà. Et quand on arrive, en fait, finalement, on regarde pas la carte parce que la carte, il y a beaucoup de choses dessus. Il n'y a pas la moitié. Donc, on demande, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Ils nous répondent invariablement poulet ou poisson. Et donc, on choisit poulet ou poisson. Et avec, on a de la tiéké,
On peut avoir des pommes de terre, du riz, des bananes plantains, mais ça les filles étaient pas fans, alors on n'a pas pris beaucoup. C'est vrai que ça tourne un peu toujours, voilà, sur les mêmes sur les mêmes mets, mais voilà, à partir du moment où c'est bien réalisé, puis où c'est frais, et puis on n'a pas été malade, nous c'est tout ce qu'on demandait. Côté budget, on s'attend à quoi? C'est pas donné, hein. Comme beaucoup de pays d'Afrique, on se dit que ce que les touristes payent, ne va pas forcément être loin des standards de vie. En fait, si, c'est très, très loin parce que c'est quand même assez déconnecté. Il y a aussi une différence entre l'intérieur du pays et la côte, et a fortiori la côte touristique. L'intérieur du pays, une chambre pour 4, qui est très rare. En général, c'était une chambre pour 2 avec un matelas par terre supplémentaire pour les filles. On pouvait s'en sortir autour de 70 € la nuit. Dès qu'on arrive sur la côte, on est dans les 100 €, voire un peu plus quand on se rapproche d'Assini. Et puis, pour les repas, c'est pas cher si on mange dans les maquis ou dans les repas de rue comme ça. Ce qui nous convenait, hein, la plupart du temps. Voilà, on pouvait s'en sortir pour 5-7 € par personne. Dès qu'on est dans les hôtels avec des bons restaurants d'hôtel, et en général, c'est ce qu'on faisait le soir, là, on peut passer les 10-12 € le plat par personne. Oui, donc en 15 jours, c'est un petit budget quand même. Alors c'est monsieur qui fait les comptes, donc je ne peux pas être précise, mais je crois que sur les billets d'avion, il s'était débrouillé pour les prendre vraiment en amont et à un bon moment, et voilà. Donc l'un dans l'autre, c'est pas une destination bon marché, ça c'est clair. Que j'étais en train de préparer parallèlement un voyage pour nous cet été en Asie, et je comparais les prix en Asie et là, avec aussi la décoration, le confort et tout, ça n'a rien à voir. Mais c'est des endroits qu'il faut voir, et puis on se dit que plus des gens iront le voir, plus ça se démocratisera et plus les prix baisseront aussi. Donc voilà, on a donné mis notre pierre à l'édifice. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Ah, alors là, c'était pas avec les filles, c'était avant, c'est quand on voyageait tous les 2 dans l'Ouest américain. C'est la seule fois alors Reda te dirait que non, mais moi oui, où j'ai eu physiquement peur et vraiment un malaise. C'était dans donc l'Ouest américain, Monument Valley, donc le parc avec les films de John Wayne, enfin voilà, et on fait la loupe, donc la boucle de, je pense, une quarantaine de kilomètres avec notre voiture de location, où on passe à travers toutes les arches magnifiques. Et là, en plein milieu, il se met à pleuvoir. Mais alors qu'il faisait beau, en fait. Un nuage arrive, tout est recouvert, gris, et il se met à pleuvoir des trombes d'eau. Et on s'est retrouvé dans un flash flood, donc une inondation soudaine, comme ça arrive dans ces endroits-là qui sont très plats. Et là, on était en plein milieu, donc on sait qu'il reste encore 20 kilomètres à faire. Donc on laisse tomber les photos, on avance, et les petits gués se transforment en rivière. Donc là, on ne sait pas si on peut traverser la rivière avec la voiture de location. Et bizarrement, on s'est retrouvés tout seuls. Alors je sais pas où étaient passés les autres, mais c'était en fin d'après-midi. Je pense qu'on était vraiment à la fermeture du parc. Finalement, on a été aidés. Alors les rangers, on les voyait plus. Alors c'est une zone qui appartient aux Indiens en plus, donc c'est un peu bizarre comme administration. Donc là, il y avait vraiment personne pour nous aider, si ce n'est un touriste, je sais plus de quelle nationalité, mais qui lui, avec la même voiture que nous, est passé dans la rivière et nous a dit: «Vous voyez, moi je suis passé», donc Oui, c'est voilà, que ça va. c'est que ça va. Donc on arrive à sortir du parc, et là on avait encore, je pense, une trentaine de kilomètres pour aller à notre motel qui était dans le nord du parc, à Mexican Hat exactement, on s'en rappelle bien. Et là, c'est la route toute droite. On s'est dit: «Bon, à partir de là, c'est du goudron, c'est cool», hein. En fait, non, il continuait à pleuvoir, des camions énormes qui visiblement en ont vu d'autres qui nous dépassent. Impossible de s'arrêter sur le côté parce que des voitures qui l'avaient fait commencent à flotter dans les fossés. Aïe, aïe, Et aïe. là, j'avais vraiment, là, j'ai très, 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 très mal, donc hyper tendue sur le siège, et avec qu'une envie, c'était d'arriver, parce qu'on sait que c'est pas un mythe, ça existe, les flash floods, on sait que ça a des conséquences.
Et de fait, on a vu aux infos le lendemain que dans l'Utah, donc où on était, et à côté, il y avait eu non seulement des dégâts, mais aussi des morts, des gens qui avaient été emportés. Bon, tout est bien, vous êtes bien arrivés. Donc voilà. Et comme quoi, c'est pas dans les pays dont Mais on oui, penserait qu'ils sont les plus craignos que que ça craint le plus, effectivement. votre prochaine destination en famille? Et ben, c'est dans 10 jours. On part à Malte. Ah! Alors rien à voir. Ça a rien à voir, mais on a promis aux filles qu'on serait, voilà, un peu plus cool, après la Côte d'Ivoire, qu'on ferait moins de kilomètres. Voilà, puis, comme d'habitude, on aime bien allier, culture et nature, donc voilà, apparemment là, c'est la première fois qu'on y va et on va en même temps visiter, se reposer et puis surtout prendre encore du soleil. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Bah, des destinations africaines encore. Ouais, j'en ai pas beaucoup, c'est vrai. Et oui, et alors c'est vrai que c'est, parce que les gens y vont peu, hein, ou pas encore, assez. Alors j'ai vu alors j'avais écouté Madagascar, c'est un des premiers que j'avais écouté. J'ai vu qu'il y avait eu Maurice aussi. Voilà, ce serait bien là qu'on s'ouvre tous collégialement un peu à cet endroit du monde où il y a énormément à découvrir et même si c'est pas facile, moi j'encourage vraiment les gens, à y aller, pas pour un premier voyage c'est sûr, mais les gens qui se débrouillent un petit peu, qui n'ont pas peur, de l'imprévu, et qui acceptent un peu d'aide aussi parce que seul c'est compliqué. Mais voilà, il y a des endroits qui commencent à être, intéressants, le Mozambique, J'ai le Gabon, ah Mozambique! Ah OK, bah je sais pas, ils sont plus vieux, mais j'ai aussi 2 épisodes sur un tour d'Afrique, donc là, on a pas mal de pays quand même qui sont passés en revue. mais oui, mais ouais, il faut vraiment y aller. Je pense qu'il faut se lancer. Et là, le fait d'avoir vu la Côte d'Ivoire, on se dit, voilà, il y a peut-être le Bénin, qui est accessible, le Ghana, voilà, d'autres pays dans l'Afrique de l'Ouest aussi, qui sont accessibles et sur lesquels on va commencer à réfléchir. Eh ben, on va aller, chercher d'autres destinations, en Afrique. La dernière, pourquoi tu aimes voyager en famille? Alors j'aimais déjà voyager avant et en fait, quand les filles, sont arrivées, on s'est pas posé la question de continuer, oui et non et dans quelles conditions. C'était tout à fait naturel et c'est vrai que de voyager en famille, ça donne encore une autre dimension au voyage. Ça facilite, mais énormément les rencontres et les relations avec les gens. Qu'ils aient des enfants ou pas, tout de suite, en général, les gens où qu'on soit, les gens parlent aux filles avant de parler à à nous. On a des endroits où vraiment on n'aurait pas vécu tout ce qu'on a vécu s'il n'y avait pas eu les filles, notamment en Colombie où, c'était vraiment les petites princesses, elles étaient toujours à mi amour. Enfin, ça n'arrêtait pas. C'est vraiment une clé d'entrée, les filles, beaucoup de rencontres et beaucoup de moments, super. Et puis elles, même si bébé, on peut dire qu'elles ne s'en rendent pas compte, qu'elles s'en souviennent pas, bah, on leur montre sur le blog, on leur montre les photos, ce qu'elles ont fait, tout ça, ça participe aussi du patrimoine, familial. Donc voilà, pour nous, les voyages, ça fait vraiment partie de notre histoire, commune. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Eh ben, sur le blog là dont je viens de parler, donc www.anousletour.fr où on parle de nos voyages, bah, depuis 20 ans, hein, parce qu'on a commencé très jeune, avec Reda, et puis depuis avec les filles et sur, Instagram, À nous le tour également. Voilà. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Amandine, pour ce chouette carnet de voyage en Côte d'Ivoire. Ben, merci Stéphanie, j'espère qu'on a donné envie, à des auditeurs, de découvrir, de s'intéresser à ce pays qui est pas encore, super connu, mais qui demande, que à l'être. Moi, j'en suis sûre. À bientôt! Au revoir, merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez écouter d'autres voyages, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. Et tout ça, gratuitement. N'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances et à ceux qui pensent que voyager avec des enfants, c'est trop compliqué. Si l'épisode vous a plu, si vous voulez partager un voyage ou découvrir une destination, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famille et voyage avec un S, _blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous,
Inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.